Le critère principal, c'est être quelqu'un qui est fortement attaché par les questions sociales parce que nous, derrière, on souhaite avoir un porc qui soit vraiment biologique et donc qui soit nourri à plus de 90% par de la matière première locale. Donc aujourd'hui, dans nos formules, nous sommes en train de retirer tout ce qui est blé et progressivement retirer tout ce qui est céréales importées qui constituent la formulation de l'aliment de porc. Excellent. Et en termes de performance, j'imagine que vous n'avez pas de perte au niveau de la croissance des animaux malgré le fait de rajouter ou du moins de substituer tous ces éléments-là par des variables locales. Mieux l'indice de croissance est meilleur Ah oui, et le coût de revient du porc il est meilleur pour les éleveurs. c'est pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Alors, parce qu'on a hérité de formules, et qui sont constituées essentiellement de céréales importées. C'est drôle de voir ça, mais j'imagine que la logique doit être peut-être la même au niveau des autres élevages. Certainement. Si c'est pareil au niveau de l'élevage de poulets, je n'imagine même pas à quel point ça brasse. Parce qu'en fait, c'est bien de parler de cette question, parce qu'en fait, il y a de vrais enjeux derrière. C'est tout ça qui fait que nos pays continuent d'importer du blé, du soja, ainsi de suite. Parce qu'en grande partie, tous ces aliments sont utilisés pour du bétail, en fait. C'est ça. Et nous, aujourd'hui, ce qui fait notre spécificité en tant qu'entreprise, c'est qu'on a beaucoup de bourses de recherche master qu'on met en place au sein de l'entreprise pour des étudiants qui ont envie de travailler sur des formulations ou sur de la matière première locale pour nous proposer de nouvelles formules qu'on intègre sur nos exploitations pour faire des essais cliniques. Excellent. Quel est ton background pour te retrouver à faire de la restauration? Tu as une formation en cuisine, en hôtellerie? Non, j'ai pas de formation en cuisine. J'ai appris sur le tas, D'accord. mais aussi à travers des vidéos YouTube, Ah oui? oui, TikTok. Et puis bon, j'ai aussi une expérience aussi en agroalimentaire. Quelle expérience? J'ai un doctorat en agroalimentaire. On m'a dit ça, je croyais que c'était une blague. Tu as un doctorat. Oui, c'est ça. Waouh. Alors, on peut se demander, mais tu as un doctorat en agroalimentaire et tu tiens un établissement comme celui-ci. Pourquoi tu n'es pas dans un bureau quelque part? D'après le site de la FAO, en 2020, la consommation de porc en Côte d'Ivoire était de 60 000 tonnes, pour lesquelles le pays provisionnait à peine 12%. 3 ans plus tard, cette consommation a doublé et on est passé à 112 000 tonnes. Et malheureusement, la production du pays est passée aujourd'hui à peine 17%. Autant dire que la consommation de viande de porc est en plein boom en Côte d'Ivoire, mais la production locale ne suit pas. Il y a donc là dans ce marché une énorme niche pour du business. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à Yopougon, à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a créé Porc-Ivoire, une société qui a pour but de challenger ces chiffres et de combattre bien évidemment cette statistique. L'idée pour lui est au travers de son entreprise que nous allons découvrir tout de suite de contribuer à faire que le porc soit davantage mieux consommé en Côte d'Ivoire et bien évidemment que ce pays lui aussi diminue progressivement son déficit dans ce secteur. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment il fonctionne, sa valeur ajoutée dans la chaîne logistique du porc en Côte d'Ivoire et nous allons aller par la suite rencontrer un de ses clients pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il pense réellement de la viande qui est produite ici. Bienvenue à l'Afrique qui bouge, une nouvelle émission que nous venons de lancer dans laquelle nous allons sur le terrain à la rencontre des acteurs qui font bouger l'Afrique au travers de leurs entreprises. Le but pour moi, bien évidemment, c'est de donner de la parole aux acteurs du quotidien concret. Si ce concept vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Encouragez-nous, partagez massivement la vidéo, mettez des likes et des commentaires et nous en ferons bien d'autres. Je tiens à préciser que ce concept est ouvert à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être en Côte d'Ivoire. Par contre, si vous voulez que l'on vienne vers vous, il y a une adresse qui s'affiche tout de suite. Vous pouvez nous écrire là-dessus et nos équipes se feront un plaisir, si vous êtes sélectionné, de vous contacter. Pour le reste, allons suivre notre invité du jour et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux. Merci d'être venu. Mais est-ce que tu peux juste déjà commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Daniel Oulay, je suis agripreneur, gérant de la start-up Grenotech, qui est en fait dans sa filiale Époque Ivoire, qui est beaucoup plus connue comme l'une des entreprises distributeurs de porcs d'origine ivoirienne en Côte d'Ivoire.
Très bien, je veux justement qu'on découvre un peu ton activité aujourd'hui. Ouais. Déjà, de manière basique, qu'est-ce qui t'amène vers le port? Alors, le porc, c'est l'une des filières les moins développées et les moins structurées en Côte d'Ivoire. Et c'est l'une des spéculations animales dont la Côte d'Ivoire est fortement dépendante. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a consommé 112 000 tonnes de porc et nous avons importé 87% de notre consommation nationale. Pour moi, c'est énorme et c'est des chiffres qui durent depuis déjà plus d'une dizaine d'années. On s'est dit que c'est une filière où il y a beaucoup de choses à faire, il faut y aller, il faut créer de la valeur, il faut développer cette filière-là. Alors ici, vous faites principalement de la transformation, c'est ça? Oui. De la découpe, en gros. C'est en ça, de la d'autres découpe. termes. Pourquoi se lancer dans ce secteur-là et pas vers la production pour justement essayer de réduire le déficit? On s'est dit qu'en fait, il faut influencer la demande et finalement l'offre va suivre parce que d'un côté, on a un paradoxe. La demande est grande, mais les producteurs locaux n'arrivaient pas à avoir accès au marché. Donc, les produits issus de l'importation revenaient sur des marchés de masse avec des prix plus compétitifs, simplement parce que les éleveurs localement n'arrivaient pas à valoriser les produits issus du territoire. Vous voyez, on a un seul abattoir mobile, un seul abattoir moderne pour toute la Côte d'Ivoire qui est ici à Abidjan. Et beaucoup d'éleveurs dans les périphéries ou dans l'intérieur du pays n'arrivaient pas effectivement à bénéficier de ces services de découpe qui permettent effectivement d'avoir sur le marché de la viande locale qui soit bien présentée et qui pour une certaine classe de consommateurs. Justement, aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder un tout petit peu comment vous travaillez dans quelques minutes. On va voir votre atelier. Aujourd'hui, quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous faites concrètement? La viande arrive ici. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre valeur ajoutée? Notre valeur ajoutée, c'est que déjà, c'est une viande certifiée, donc suivie par des vétérinaires spécialisés qui passent par un abattoir, donc qui effectivement est encore vérifiée par des spécialistes pour que ce soit, pour avoir un certificat de sanitaire. Donc c'est une viande saine. Ensuite, quand elle passe ici, on fait des découpes spécifiques pour certains de nos clients qui veulent des jambons, qui veulent par exemple des côtes ou des épaules ou des filets mignons, ce qu'ils ne trouveront pas comme ça sur le marché, populaire. D'accord, donc vous apportez en fait effectivement au travers de la découpe une valeur ajoutée. Et la Pour traçabilité. Et la traçabilité. On va prendre le temps de voir ça tout à l'heure. C'est ça. Aujourd'hui, comment vous sécurisez vos approvisionnements? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éleveurs dans le pays. Est-ce que vous avez vous-même une ferme? Et sinon, pourquoi vous n'avez pas de ferme? Alors au départ, on avait des fermes, mais là, on n'a plus de fermes parce qu'on s'est rendu compte que l'élevage et la distribution sont deux métiers différents. Et c'est des métiers très budgétivores. Donc aujourd'hui, on s'est concentré sur la distribution et on a laissé l'élevage aux éleveurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau de 140 éleveurs qu'on structure, qu'on forme et on est en train de mettre en place un label collectif avec un cahier de charges. De sorte que d'une ferme à une autre, la viande qui passe par Port d'Ivoire puisse avoir la même structure et les mêmes caractéristiques organoleptiques. Justement, parce que je me disais, à partir du moment où on prend le risque d'avoir autant d'éleveurs, comment on garantit la qualité de la viande? C'est ça. Donc, vous, il y a un travail de formation avec chacun des éleveurs. C'est ça. Est-ce que tout le monde peut intégrer votre réseau? Vous avez des critères? Par exemple, quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, il y a une opportunité en Côte d'Ivoire, je veux me lancer dans l'élevage porcin. Est-ce qu'il y a des critères pour intégrer votre réseau? Le critère principal, c'est être quelqu'un qui est fortement attaché par les questions sociales parce que nous, derrière, on souhaite avoir un porc qui soit vraiment biologique et donc qui soit nourri à plus de 90% par de la matière première locale. Donc aujourd'hui, dans nos formules, nous sommes en train de retirer tout ce qui est blé et progressivement retirer tout ce qui est céréales importées qui constitue la formulation de l'aliment de porc. Excellent. Et en termes de performance, j'imagine que vous n'avez pas de perte au niveau de la croissance des animaux malgré le fait de rajouter ou du moins de substituer tous ces éléments-là par des variables locales. Mieux l'indice de croissance est meilleur. Ah oui. Et le coût de revient du porc il est meilleur pour les éleveurs. Et pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Alors, parce qu'on a hérité de formules, et qui sont constituées essentiellement de céréales importées. C'est drôle de voir ça, mais j'imagine que la logique doit être peut-être la même au niveau des autres élevages. Certainement. Si c'est pareil au niveau de l'élevage de poulets, je n'imagine même pas à quel point ça brasse. Parce qu'en fait, c'est bien de parler de cette question, parce qu'en fait, il y a de vrais enjeux derrière. C'est tout ça qui fait que nos pays continuent d'importer du blé, du soja, ainsi de suite. Parce qu'en grande partie, tous ces aliments sont utilisés pour du bétail, en fait. C'est ça.
Et nous, aujourd'hui, ce qui fait notre spécificité en tant qu'entreprise, c'est qu'on a beaucoup de bourses de recherche master qu'on met en place au sein de l'entreprise pour des étudiants qui ont envie de travailler sur des formulations ou sur de la matière première locale pour nous proposer de nouvelles formules qu'on intègre sur nos exploitations pour faire des essais cliniques. Excellent. Franchement, vous êtes là, vous tenez, je pense, un bon bout du système parce qu'à partir du moment où vous parvenez, et j'espère, à substituer à 100% le besoin dans l'élevage porcin, j'espère que ça va inspirer pour les autres élevages et que c'est une logique qu'on va prendre. Vous substituez par quoi, par exemple? Alors, je ne vais pas vous donner peut-être beaucoup trop de détails Non, parce juste que par exemple. déjà, par exemple, l'huile de lin peut être substituée par l'huile des coques de DVA. Ok. J'imagine que vous avez forcément un bureau d'études, mais comment vous arrivez à ça? Alors, comme je l'ai dit, en fait, ce n'est pas de la recherche qui manque. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart de nos centres de recherche et de nos universités n'amenaient pas nos étudiants en fait de la recherche citoyenne ou de la recherche sur des sujets qui intéressaient l'industriel local. Et nous, on a commencé depuis un moment à discuter avec l'INP, avec beaucoup de centres de recherche localement pour leur dire oui, on a besoin d'étudiants à qui on peut donner des bourses de recherche master, mais il faut travailler sur les sujets qui nous intéressent. Et c'est même des étudiants de l'INP qui ont tiré notre attention que l'huile des coques DVA avait les mêmes caractéristiques que l'huile de lait. Excellent. Excellent. Et c'est la partie de la science qui manque beaucoup dans nos industries. C'est-à-dire que nos industriels, malheureusement, je trouve, ne travaillent pas beaucoup en termes de bureaux d'études. Et donc, au final, sont entièrement dépendants de ce qui leur vient de l'extérieur en termes de formules, en termes de process. Alors qu'avec de la recherche sur place, eh ben, on pourrait substituer, on pourrait même créer, innover et être beaucoup plus performant, comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'élevage porcin. Donc, une fois que le porc arrive donc ici, j'aimerais bien que tu nous expliques un tout petit peu quel est son parcours chez vous. D'accord. Donc nous, en gros, on est vraiment dans de la dématérialisation. Une fois que le porc arrive ici, on a déjà des commandes à traiter. Ok. Donc le porc transite juste ici pour faire les pièces qu'on doit livrer à nos clients. Ok. Ce qui veut dire que vous évitez d'avoir beaucoup de stock ici. Effectivement. Mais où est donc stocké le porc? Alors, on transite par la CIVAG. C'est qui la CIVAG? La CIVAG, c'est une société d'État qui est en charge de la charcuterie et de l'abattage de porc. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous avez... Comment les éleveurs sont informés de vos besoins? Ou vous, comment vous êtes informés de la disponibilité des animaux, des sujets? D'accord. Donc, la plateforme Porc Ivoire a deux interfaces. Okay. Donc, on a l'interface e-commerce et on a l'interface éleveur, B2B. Okay. Donc, où les éleveurs, où on suit le cheptel des éleveurs, on a les dates de naissance. On a les dates de sévrage et tout. Donc, on fait des simulations. On sait qu'en 6 mois, chez tel éleveur, on aura par exemple 120 sujets post-acutiers qu'il faut enlever. Donc, on sait un peu les cheptels, on suit l'évolution des cheptels, ce qui nous permet aussi d'éviter les ruptures de stock et tout. Donc, on fait ce suivi pour les éleveurs. Et une fois les périodes d'enlèvement sont arrivées, on coordonne avec la CIVAG qui se charge de faire la tuerie, et les premières découpes. Très bien, très bien, très bien. Donc en fait c'est un peu du juste à temps. C'est ça. Au final, en termes de système de travail. Du coup, avant d'aller juste en atelier, qu'est-ce que les éleveurs, eux, de leur côté, gagnent à travailler avec vous, à part le fait que vous prenez, bien évidemment, une partie de leur production? Alors, les éleveurs gagnent chez nous 3 choses. Oui. La première des choses, l'assistance technique, oui, qui leur permet de réduire les coûts de production, améliorer les coûts de revient du porc, retravailler la formulation de l'aliment, bénéficier d'une assistance vétérinaire pour réduire le taux de mortalité sur les fermes. Ça, c'est le premier gain. Le deuxième gain que les éleveurs ont, c'est qu'on les débarrasse du stress de comment je vends. Parce que l'accès au marché reste un défi majeur pour tout éleveur, tout agriculteur. Oui. Donc, ils n'ont pas ce stress, ils savent qu'à 8 mois ou à 6 mois d'abattage, le porc ivoire viendra prendre mes sujets. Ensuite, la troisième chose, c'est qu'on n'a pas de fluctuation de prix. Donc, on a un prix standardisé, peu importe la période. Okay. Pourtant, généralement, quand on a des fortes commandes, les éleveurs vendent plus cher. Ensuite, les prix chutent jusqu'à 1800 le kilo. Nous, on a un prix plancher qui ne varie pas, peu importe la demande. Et ça, c'est important pour eux. Oui, ils peuvent se projeter en réalité et vraiment budgétiser. C'est ça. Très bien. Mais je te propose de nous montrer, peut-être de manière concrète, comment ça se passe une fois que le porc arrive ici. D'accord.
bienvenue dans nos locaux. Ici, c'est la salle de réunion. Vous avez une partie de notre équipe, notre responsable communication et communication digitale, marketing digital, et voilà, et ses collaborateurs. Donc maintenant, on va aller à l'atelier où vous pouvez voir le reste de l'équipe technique et l'équipe de boucher. Donc là, vous êtes effectivement dans notre laboratoire. Ici, c'est vraiment une zone de transit de la viande. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on veille à la traçabilité de nos produits. Donc, c'est une viande très sécurisée, je vais dire qu'elle est saine. Et elle a été certifiée par des médecins vétérinaires spécialistes. Donc, on permet à nos clients d'avoir une traçabilité de l'origine de la viande, comment est-ce que tout le parcours de la viande jusqu'ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des découpes spécifiques. Ici, on a 11 découpes. On a les jarrets, les filets mignons, les côtes, les jambons. Donc, on a 11 découpes spécifiques qu'on propose à nos clients en fonction de leurs besoins. Et quand la viande arrive ici, c'est juste pour faire ces découpes et les livrer à nos clients. Donc, c'est pourquoi on n'a pas vraiment, en termes de logistique de stockage, on n'en a pas parce que c'est juste une zone de transit de la viande une fois qu'elle vient de l'abattoir. Donc, je pense que là, il est en train de faire ses découpes, il va retirer les pattes. Ensuite, je pense qu'il va faire les jarrets et on aura les jambons, les épaules. Je suis Lucien Loaï. Voilà, je suis chargé de la découpe de porc, de la viande de porc. Je vais vous montrer la différentes parties. La patte, jarret, et puis l'épaule. Alors après avoir visité votre atelier, tu tenais à ce qu'on vienne ici dans cette salle de machine. Qu'est-ce qui se fait ici? Alors, donc ici, c'est vraiment notre salle de machine avec nos techniciens qui nous font beaucoup de belles choses. Avec l'imprimante 3D, ce qu'on fait de façon spécifique, c'est qu'on imprime des boucles d'oreilles sur lesquelles on embarque des QR codes qui gèrent la traçabilité. Qu'est-ce qu'on trace d'ailleurs sur les fermes? C'est la question de consanguinité, donc la gestion de la consanguinité. Très important dans l'élevage porcin. C'est ça, sur la ferme. Donc ça permet aux éleveurs de scanner le QR code, savoir si tel sujet est capable de croiser tel et éviter les consanguinités. Quand on a j'ai un peu de connaissance dedans, quand on a quelques animaux, c'est simple, mais quand on commence à avoir des centaines, c'est très difficile de savoir que tel animal ne peut pas croiser tel autre parce qu'ils viennent des mêmes parents. Donc effectivement, ici vous faites... C'est ça. Et l'autre chose, vu que là, on travaille aussi sur la télémédecine vétérinaire, on embarque aussi l'historique médical de l'animal dans le QR code. Ça permet au vétérinaire qui est derrière sur son bureau de le scanner, d'avoir quelque chose comme le carnet de santé de l'animal et de pouvoir, sur cette base, faire son diagnostic. Excellent, excellent. Alors à présent, je souhaiterais bien que pour sortir de cette émission, qu'on aille rencontrer un de tes clients avec qui tu travailles, notamment un restaurateur, c'est bien ça? C'est ça. Pour qu'on puisse lui demander ce qu'il pense de ta viande. D'accord. Alors nous sommes dans la dernière étape de notre mini-reportage et là nous sommes arrivés à Angré, Geste aussi, et plus précisément chez Cochon de Babi. Apparemment c'est un endroit qui est très connu. Et c'est dans ce genre d'endroit par exemple que vous livrez votre viande. C'est ça. Donc en fait, c'est des restaurants de rue qui marchent beaucoup à Abidjan. Et généralement, le porc se mange beaucoup plus dans ce type d'endroit que dans des restaurants classiques. Oui. Donc c'est des modèles très populaires. Donc en face des maquis, comme à Yopougon, comme dans ce genre de communes populaires où vous trouvez du monde qui viennent, qui sont assis, qui prennent une bière et qui consomment le porc. Alors par mois, par exemple, quel est à peu près l'écoulement en termes de tonnage? Alors, on est aujourd'hui entre 3 et 5 tonnes le mois. Mais 5 tonnes, je vais dire qu'il y a des mois spécifiques où on atteint ce niveau. Ça va être décembre, ça va être avril et août. Et après, les autres mois, la moyenne, c'est 3 tonnes le mois. 3 tonnes, c'est énorme quand même, non? Ah oui, mais je veux dire que c'est rien par rapport à la consommation nationale. Nous, on est moins de 5% en termes de distribution du porc. On est un petit acteur. D'accord. Mais je trouve quand même que c'est très intéressant d'être à entre 3 et 5 tonnes. Ouais. Ça fait combien d'années que cette histoire a commencé? Alors, ça fait effectivement avec Porc Ivoire, Oui. ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Satisfait de la croissance?
Ah oui, oui, oui. Et surtout satisfaire de l'engagement de nos équipes. Super. Mais moi, je vais goûter un tout petit peu quand même le porc et on va discuter avec la dame, votre partenaire, pour qu'elle nous parle un peu de votre porc. Et je vais essayer de choper un client comme ça au hasard, s'il est d'accord pour nous dire ce qu'il pense de, de cette fameuse viande. Merci, allez, viens. Donc là, on est avec Nina qui gère cet espace. Bonsoir Nina. Bonsoir Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton endroit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici on fait du porc. Ok. Sous toutes les formes. Du porc braisé, du porc sauté. D'accord. Du porc sauté au gnognon, du porc au spaghetti. Bon. D'accord, sous différentes formes. Oui. Et ça marche? Les gens consomment du porc? Ça marche bien. Beaucoup? Beaucoup. Waouh, et c'est quoi les recettes phares ici? La recette phare c'est le braisé. Ouais. Mais à côté aussi il y a le sauté que les gens aiment bien. C'est quoi la différence? Le sauté il est un peu sous forme de sauce, de D'accord. pâte. Ok. Voilà. Quel est ton background pour te retrouver à faire de la restauration? Tu as une formation en cuisine, en hôtellerie? Non, j'ai pas de formation en cuisine. J'ai appris sur le tas. D'accord. Mais aussi à travers des vidéos YouTube. Ah oui? Oui. TikTok. Et puis bon, j'ai aussi une expérience aussi en agroalimentaire. Quelle expérience? J'ai un doctorat en agroalimentaire. On m'a dit ça, je croyais que c'était une blague. Tu as un doctorat? Oui, c'est ça. Waouh. Alors, on peut se demander, mais tu as un doctorat en agroalimentaire et tu tiens un établissement comme celui-ci. Pourquoi tu n'es pas dans un bureau quelque part? Bon, ça c'est une passion et puis j'ai eu la chance que ça marche. Le porc est un aliment très consommé en Côte d'Ivoire, donc j'essaye à mon niveau de valoriser aussi cette viande-là. Et puis bon, ça marche pour moi, donc pour le moment je suis là. Ton doctorat, tu as l'impression qu'il t'est utile quand même dans ton travail? Beaucoup, 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 oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut avoir un doctorat et avoir un petit commerce. Non, mais c'est important de montrer ça en fait, parce qu'on a tendance à penser que, et beaucoup de gens qui ont fait de grandes études ont des complexes en fait. Ils estiment que non, pourquoi je vais faire ce genre de métier, c'est pas de mon niveau. Et pourtant, je pense que ça fait vivre son homme. Oui, c'est rentable. C'est rentable. Oui. On peut parler de chiffres ou... Non, je t'embête. En tous les cas, on peut bien goûter. D'accord. Ta recette phare, donc tu as dit braisé. Et sauté. Et sauté, bon, on va goûter un peu des deux. Okay. Et bravo, beaucoup de courage à toi. On est où ici pour que des gens viennent manger? Parce que les gens vont voir ça, ils vont venir, ils vont vouloir venir t'encourager. D'accord, on est à Angré, Geste aussi, vers le Nouveau CHU. Ok. Mais on est sur Google Maps aussi. En plus, vous êtes sur Google Maps. Oui, le cochon de Babi. Le cochon de Babi sur Google Maps. Vous venez chez Nina, vous soutenez notre docteur en agroalimentaire qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Bravo, bravo. Et c'est à clairement féliciter. C'est pour ce genre d'histoire qu'on vient tourner dans les rues pour rencontrer des entrepreneurs. Franchement, c'est une très belle surprise et une belle découverte. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, les amis, on arrive quasiment au terme. Donc la dernière phase, ça va être la dégustation. Vraiment délicieux, très 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 bon. La viande a très peu de gras. Vraiment très peu de gras. Elle est vraiment bonne. Très très bon. Voilà comment se termine notre émission aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura donné de comprendre un peu mieux comment fonctionne le business du porc en Côte d'Ivoire. Et puis surtout les opportunités qu'il y a dedans que vous pourriez vous aussi saisir. Ou alors simplement dupliquer dans vos pays à vous. Je vous souhaite bon appétit. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment. Dans tous les cas, moi je vais continuer mon repas.
À très bientôt.